Révolution digitale, épisode 60. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons un épisode spécial, un épisode bonus. Je vous avais annoncé dans l'épisode 0 en décembre dernier que nous inviterions des entrepreneurs anglophones, que nous traduirions en français leurs interviews afin de stimuler l'échange entre nos deux langues et aussi pour contribuer à créer ce fameux pont culturel entre entrepreneurs anglophones et francophones. Nos cultures sont différentes, mais il y a des choses à apprendre des deux côtés. Alors aujourd'hui, nous vous offrons notre premier épisode bonus. Nous avons interviewé pour vous en mai dernier une entrepreneur exceptionnelle. Nous vous la présentons aujourd'hui. Restez donc avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site web pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcast, maintenant aussi sur Google Podcast et toujours sur Spotify, SoundCloud, Deezer, Stitcher ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Notre invitée d'honneur aujourd'hui est la fondatrice et PDG de Samasource et Luxme, deux entreprises qui vont au-delà de leur rôle d'association caricative pour donner du travail aux personnes à faible revenu partout dans le monde en utilisant des modèles d'entreprises sociales d'avant-garde. Elle est une jeune leader du Forum économique mondial, une ancienne directrice du conseil d'administration de CARE USA, une boursière Tech Fellow 2012, une récipiendaire du premier prix du leadership du club de Madrid et la plus jeune personne à avoir reçu le prix Heinz en 2014. Elle a été nommée comme l'une des entrepreneurs les plus prometteuses par le magazine Fortune en 2014 et a fait l'objet de reportages dans les magazines Fast Company et Conscious Company. Elle est également l'auteur du livre Give Work, où elle nous montre littéralement comment il est possible de construire une entreprise prospère qui aide les gens à sortir de la pauvreté. Tribu Digitale, nous sommes très honorés et heureux d'accueillir aujourd'hui pour cet épisode bonus de Révolution Digitale une entrepreneure étonnante, Laila Jana. Bonjour Laila. Bonjour François. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un honneur et je dois vous poser cette question avant de commencer. Est-ce que vous êtes prête à nous inspirer ? Je pense que oui. Je l'espère en tout cas. C'est un défi de taille. On va voir comment je m'en sors. J'en suis sûr. Alors, Laila, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de votre projet, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle, peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose que l'on ne sait pas sur vous ? Eh bien, je suis une passionnée de nature et de plein air. Je passe beaucoup de temps à faire du kitesurf et je me suis récemment mise à la randonnée. J'étais justement à Mont Whitney le week-end dernier, qui est le plus haut sommet du continent américain. Je suis vraiment chanceuse de venir de Californie, qui, comme la France, a beaucoup de beaux espaces extérieurs pour se promener et se détendre. Waouh, c'est génial. Je veux dire, vous adorez vraiment le monde extérieur, la nature, et il semble que vous apportez aussi cette philosophie dans votre travail. Vous avez tellement de projets, et nous allons bien évidemment les couvrir dans une minute. Samasource, Luxme. Vous avez également écrit un livre, et le titre de ce livre, c'est Give Work, inverser la pauvreté, un job à la fois. Alors j'adore ça, et dans ce livre, vous semblez postuler que donner du travail à des personnes dans le besoin est plus important, ou en tout cas plus significatif que de la simple charité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça plus en détail ? Oui, j'ai travaillé en Afrique subsaharienne et en Asie depuis l'âge de 17 ans jusqu'à aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps à vivre avec des communautés à faible revenu et à essayer d'écouter et de comprendre ce dont elles ont le plus besoin. Ce que j'entends le plus souvent, c'est que les gens veulent avoir la chance de gagner un salaire dans la dignité et que s'ils peuvent gagner de l'argent pour eux-mêmes,
faire un travail décent, alors ils peuvent payer leurs propres frais de subsistance et construire leur propre avenir. Ils n'ont pas besoin que nous venions de l'étranger pour construire leur infrastructure. Et je pense que le modèle d'aide traditionnel est très paternaliste. Il prive souvent les personnes à faible revenu ou marginalisées du pouvoir de décider comment elles veulent construire leur communauté. Le travail est donc l'arme la plus puissante que nous ayons contre la pauvreté. Et je crois fermement que la meilleure réponse à tant de problèmes qui découlent de la pauvreté, qu'il s'agisse de la malnutrition infantile, du manque d'eau potable ou d'un mauvais accès à l'assainissement, la solution à la racine de ces problèmes est le travail et un salaire décent. Oui, et vous utilisez le travail véritablement comme une arme avec l'une de vos sociétés qui s'appelle Samasource. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionne cette entreprise? Est-ce que vous générez des revenus avec? Et pouvez-vous aussi nous dire pourquoi vous avez choisi ce business model en particulier? Oui, c'est exact. Sama signifie égal en sanskrit. J'ai démarré l'entreprise il y a presque 10 ans, en septembre de cette année, et notre spécialité est d'aider les gens à sortir de la pauvreté en les mettant en relation avec du travail décemment rémunéré. Dans notre cas, le travail consiste à créer des données de formation pour le machine learning et les algorithmes d'intelligence artificielle. Nous sommes donc souvent à la pointe de la technologie, y compris dans des domaines comme les voitures autonomes, la détection automatisée des maladies. Comme vous le savez, il existe de nombreuses applications pour l'intelligence artificielle et les algorithmes de vision assistée par ordinateur, ainsi que d'autres domaines plus larges que ceux que j'ai mentionnés, la biotechnologie, pour ne citer que quelques industries. Et ce que nous avons découvert, c'est que nous pouvons former quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience de travail très rapidement pour utiliser un ordinateur et être capable d'effectuer ce type de tâches. Et c'est alors un tremplin vers un travail de niveau supérieur. Nous avons commencé en tant qu'organisme à but non lucratif aux États-Unis. Nous demeurons un organisme à but non lucratif, mais nous sommes maintenant à l'équilibre sur la base de nos revenus gagnés. Nous sommes donc une entreprise sociale qui dépend de nos clients et de leurs besoins pour faire croître notre entreprise. Nous ne sommes donc pas financés en majorité par des subventions et des dons, et c'est une grande différence entre nous et un organisme de bienfaisance plus traditionnel. Et je crois que ce modèle d'entreprise sociale peut être un moyen plus puissant de lutter contre les grands problèmes sociaux ou environnementaux, parce qu'il y a un aspect de durabilité intégré dans le modèle. On n'opère pas, vous savez, selon les désirs des gros donateurs, c'est hors de question. C'est toujours très difficile pour qu'une organisation à mission sociale grandisse et mobilise des capitaux, dont je ne dis pas que nous avons la seule solution. Et cela reste un défi pour nous de croître. Oui. Et c'est vrai qu'en tant qu'entreprise sociale, vous avez prouvé d'une certaine façon que vous pouvez aussi viser le succès commercial. Et c'est ce qui mènera finalement à la pérennité du modèle. Et pour en revenir un peu à Samasource, est-ce que vous formez les travailleurs vous-même ou, enfin, je sais que vous organisez des formations en dehors des États-Unis, vous formez des gens en Afrique, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits? Comment sélectionnez-vous vos travailleurs? Alors nous avons un solide programme de recrutement qui comprend des partenariats avec des ONG et des organismes sans but lucratif communautaires. Et ces organismes nous fournissent des personnes en situation précaire. Nous avons un programme de formation qui est situé sur place chez ces partenaires où nous donnons aux gens l'accès à la formation numérique de base. Et une fois qu'ils passent par là, ils peuvent postuler pour un emploi dans les centres de Samasource. Et nous avons un processus de sélection assez intense. Ce que nous recherchons surtout, c'est la capacité de quelqu'un à apprendre rapidement. Donc, ce n'est pas tant que cette personne possède déjà toutes ses compétences, mais qu'elle soit ouverte et prête à apprendre, qu'elle puisse accepter des évaluations sur son travail, qu'elle soit motivée et qu'elle ait soif d'opportunités. Et ces opportunités de base permettent à quelqu'un d'être un travailleur numérique performant. Waouh, c'est vraiment un modèle incroyable et nous avons justement une belle audience en Afrique. Alors, Tribu Digital, gardons bien ça à l'esprit. Nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Laila, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors Laila, commençons par cette question. Nous l'appelons l'appel à l'aventure. Quand avez-vous su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur, ou tout du moins que vous vouliez vous lancer à votre propre compte? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? J'ai toujours lancé des projets.
J'ai commencé de petites initiatives à but non lucratif quand j'étais au collège. J'ai créé des clubs quand j'étais au collège. J'ai le club international d'art de mon lycée quand j'avais 13 ou 12 ans. Et puis au lycée, j'ai ouvert une section locale d'Amnesty International, qui est une organisation humanitaire internationale. Vous savez, j'ai toujours été intéressée par la justice sociale et le changement social. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait une opportunité pour moi de faire quelque chose directement dans ce domaine. Mais je n'étais pas sûre de comment le faire. Puis j'ai commencé à travailler, j'ai étudié l'économie du développement. J'ai eu cette chance incroyable d'étudier à Harvard, surtout parce que j'avais une très bonne bourse d'études là-bas. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Ensuite, je suis allée travailler à la Banque mondiale. Et j'étais frustrée par beaucoup de ce que je considérais comme étant du développement orthodoxe. Vous savez, bon nombre de mes professeurs à l'université étaient des hommes blancs plus âgés, qui avaient une vision très particulière de la façon dont le développement devrait se faire, du fonctionnement de la macroéconomie et de la voie à suivre pour les gens. Et je me souviens d'avoir appris des choses comme la culture façonne le développement et une partie de la raison pour laquelle les pauvres sont pauvres et qui n'ont pas l'éthique protestante du travail. C'était littéralement quelque chose que beaucoup de gens croyaient à l'époque où j'étudiais cela. Et j'ai trouvé ça très condescendant. Quand je suis partie et que j'ai travaillé dans une communauté pauvre, j'ai vu une réalité très différente. J'ai vécu au Ghana pendant 6 mois dans un petit village quand j'avais 17 ans et j'ai travaillé comme volontaire dans une école pour enfants aveugles. Et la réalité sur le terrain était très différente de ce que j'avais lu dans la littérature. Les Ghanéens étaient des gens qui travaillaient incroyablement dur, qui cherchaient désespérément n'importe quelle opportunité. Les femmes de la communauté dans laquelle je vivais avaient souvent 2 ou 3 jobs pour joindre les deux bouts. J'ai donc vu le contraire de ce que j'avais lu dans la littérature et cela n'avait pas vraiment de sens pour moi. J'avais aussi vu que la théorie était que si l'on investissait dans le capital humain et les gens éduqués, alors le pays suivrait naturellement un plan de développement. Et ce que j'ai vu sur le terrain, c'est qu'il y avait beaucoup de gens instruits qui avaient terminé leurs études secondaires et qui n'avaient pourtant toujours aucune opportunité économique après cela. Alors j'ai pensé, et si je trouvais un moyen d'avoir un impact direct moi-même? Car sinon je vais perdre la tête si je deviens un engrenage dans la roue d'une grande organisation de développement. Et à l'époque, pour être pris au sérieux, vous savez, dans beaucoup de ces institutions, il fallait avoir un doctorat en économie. Et je ne pensais pas que c'était une expérience de travail très pertinente pour résoudre ces problèmes sur le terrain. Je pensais que le mieux que je pouvais faire était de créer beaucoup d'emplois pour les personnes à très faible revenu, de leur verser de bons salaires et de leur permettre de résoudre la plupart des problèmes par eux-mêmes. Et je suis devenue obsédée par cette idée d'entreprise sociale après avoir lu plus sur Mohamed Yunus et sa création de la Grameen Bank. Il a été un véritable pionnier et l'idée centrale que Yunus a promue dans le monde entier, je pense que la raison pour laquelle Grameen a connu un tel succès et la raison pour laquelle Mohamed Yunus a fini par remporter un prix Nobel de la paix est qu'il a défendu cette idée que les pauvres ne sont pas stupides. Je veux dire, cela semble si évident, mais une grande partie du monde du développement ne tient pas compte des personnes à faible revenu dans la prise de décision. Et ce que Yunus a fait est de dire: j'ai passé du temps, vous savez, avec des femmes, en particulier dans un village pauvre du Bangladesh. Et elles n'ont pas accès aux choses de base auxquelles vous et moi avons accès et qui nous permettent de réussir, comme l'accès à un prêt bancaire, par exemple. Et il a ajouté, pourquoi n'essayerions-nous pas de leur prêter de l'argent par petites tranches? Il s'avère qu'elles paient à de meilleurs taux que la plupart des emprunteurs occidentaux et que le petit accès au capital leur permet de créer des entreprises qui, normalement, n'ont jamais le capital nécessaire pour croître et prendre de l'expansion. Et cela leur permet pour la première fois de participer à l'économie mondiale dans des conditions équitables. Donc, sa façon de penser m'a vraiment influencée parce que je me suis dit que s'il peut le faire, s'il peut prouver au monde que les femmes à faible revenu sont plus que capables de rembourser les prêts bancaires, peut-être que je peux prouver au monde que les personnes à faible revenu sont plus que capables de faire du travail numérique. Et ce fut vraiment l'étincelle. Oui, et il y a tellement de potentiel là-bas, je veux dire, toute la puissance intellectuelle de ces gens qui n'est pas utilisée dans le monde. Et vous avez eu cette idée, vous avez été influencé, vous avez fait ce que personne ne voulait faire, vous l'avez fait vous-même. Finalement, comment avez-vous trouvé le courage de dire « Ok, je me lance, je vais faire ça ». Comment avez-vous trouvé... Était-ce naturel ou avez-vous eu besoin d'un petit coup de pouce pour le faire?
J'ai toujours eu une sorte de feu en moi pour accomplir des choses. J'ai toujours été très active. Je travaille depuis l'âge de 12 ans. J'ai eu un petit business de babysitting dès que j'ai été autorisée à travailler. Vous savez, j'ai toujours eu beaucoup de motivation. Et je pense que je me sentais souvent en ébullition et je sentais que je n'étais pas en mesure d'accomplir ce que je voulais dans un environnement plus traditionnel. Et j'ai eu du mal à travailler. J'ai travaillé comme consultante en gestion à la sortie des études. Je travaillais pour une entreprise extraordinaire avec un leadership vraiment merveilleux. Et j'étais toujours frustrée parce que je sentais que je ne pouvais pas déployer mes ailes et faire ce que je voulais vraiment faire. Et j'avais ce que je pensais être de bonnes idées, que je n'avais pas moyen d'exécuter. Alors j'ai été forcée de partir et de commencer mon propre projet. Et je pense souvent que les entrepreneurs sont un peu des malades. C'est très risqué, c'est très difficile de démarrer une entreprise. Même une fois que votre entreprise a pris de l'expansion, vous savez, faire faillite. Chaque semaine, c'est le sentiment que vous avez lorsque vous démarrez quelque chose depuis le début. Lorsque vous grandissez, vous rencontrez souvent les mêmes défis, même à une plus grande échelle. Il faut donc vraiment un certain type de personnalité pour être un entrepreneur. Je ne le préconise pas pour tout le monde. Et je pense qu'il faut être un peu fou, prêt à endurer beaucoup de chocs et de douleurs émotionnelles. Tout à fait. Mais à long terme, vous obtenez la liberté et la flexibilité nécessaires pour façonner le monde tel que vous le voyez et tel que vous le souhaitez. Oui, et même si tout le monde peut devenir entrepreneur, être entrepreneur, ce n'est pas pour tout le monde, vous avez parfaitement raison. Et aussi, le chemin du succès est plein d'embûches, il est plein d'obstacles. Et vous parliez ici de difficultés. Laila, j'aimerais ici que vous nous parliez de votre pire moment en tant qu'entrepreneur social. Vous avez eu plusieurs entreprises, organisations que vous avez lancées. Vous avez dû connaître quelques moments difficiles. Est-ce que vous pouvez nous emmener dans un de ces moments et nous le raconter? Oui, en fait, je n'ai lancé que 2 entreprises, Samasource, qui inclut également notre programme américain Sama School, et Luxme. Donc à Sama, parce que nous avons eu quelques programmes différents au sein de Samasource, nous avons essayé de les rendre aussi indépendants que possible. C'est la structure. Je suppose que la chose la plus difficile que j'ai rencontrée a été surtout sur le plan personnel. Je pense que lorsque vous lisez toutes les histoires dans les médias, de loin ou rétrospectivement, tout semble très linéaire et direct. Et les gens disent « Oh, waouh, vous êtes allé à Harvard, vous avez eu une carrière de consultante en gestion et vous avez démarré cette entreprise. » Et ça paraît être un chemin facile, tout tracé. Mais je pense que la seule chose qui fait que les entrepreneurs persistent sur le long terme, c'est la volonté de ne pas abandonner lorsque les choses semblent impossibles. Et dans le cas de Sama, j'en suis arrivée à un point, il y a quelques années, il y a peut-être un peu plus de 4 ans, où j'étais vraiment en prise avec plusieurs de mes principaux membres du conseil d'administration et dirigeants de l'équipe. J'avais une vision différente de là où je voulais emmener l'entreprise par rapport à là où nous allions. Et je savais que j'avais besoin de faire des changements et que je devais passer par un combat difficile, perdre certains de mes collaborateurs clés. Et n'importe quel entrepreneur sait que votre force dépend de celle de votre équipe. Pour moi, les plus grandes crises de confiance se sont produites lorsque j'ai dû me séparer des cadres supérieurs de mon entreprise sur lesquels je comptais et qui pourtant en savaient beaucoup plus dans leur domaine que moi. Parce que vous savez, par exemple, je n'ai jamais dirigé les finances d'une grande entreprise auparavant. Je n'ai jamais dirigé les opérations d'une grande entreprise. Ma seule expérience de travail depuis l'âge de 25 ans a été la croissance et la gestion de Samasource. Ce furent donc des moments très difficiles et je pense aussi que dans ma vie personnelle, j'ai l'impression qu'il y a ce mythe selon lequel si vous utilisez les bonnes règles fiscales, diriger une entreprise prospère, dormir 8 heures par jour, manger équilibré, rester en forme et avoir une bonne vie de famille, alors la réalité est tout à fait différente de cela. Les startups demandent énormément et cela signifie souvent que vous ne serez pas performant de manière optimale dans une partie de votre vie afin de faire réussir votre startup. Et dans mon cas, je me suis toujours concentrée sur mon travail au détriment de ma vie personnelle. Et j'ai donc traversé une période très difficile dans ma relation personnelle à cause de cela.
à ce moment-là, dans mon entreprise, au moment précis où j'avais le plus besoin de cette fondation, parce que le travail ne se passait pas si bien. Donc, avoir ces deux choses arriver en même temps, c'est très difficile, vous savez. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal avec ça. D'avoir investi chaque partie de leur âme dans la réussite de leur start-up pour ensuite se retourner et réaliser à la fin de leur trentaine « Oh waouh, je n'ai pas investi dans la création d'une famille, je n'ai pas encore d'enfants. » Et je pense que, vous savez, construire une famille, c'est une start-up en soi. Donc, pour être clair, il y a de vrais sacrifices que vous faites en tant qu'entrepreneur et ce n'est pas toujours aussi merveilleux. Ce ne sont pas toutes les histoires merveilleuses que vous lisez dans les news ou les profils glamour dans les médias. Oui, c'est vrai. Et les moments difficiles d'un entrepreneur peuvent être vraiment très durs. Et comment faites-vous face à un moment difficile dans votre vie professionnelle ou personnelle? Est-ce que vous avez une routine ou une pratique qui vous aide avec ça? Oui, je pense que pour moi, j'essaie de faire tout ce que je peux pour être consciente de ma propre insignifiance dans le monde. Et même si je veux penser que je contribue à faire une différence, et j'ai bâti ces merveilleuses organisations avec des gens formidables, à la fin de la journée, vous savez, nous sommes de minuscules petites choses sur la Terre. De minuscules petits morceaux de terre dans un vaste univers. Et à la fin de la journée, à l'échelle du cosmos, rien de ce que nous faisons n'a vraiment d'importance. Nora ne fera une différence dans le développement de l'univers. Et le fait de garder ça à l'esprit est très important pour moi. Cela crée un sentiment d'humilité et crée également un sentiment de connexion à l'immensité du monde. Vous savez, quand je suis moins préoccupée par les petits problèmes du quotidien auxquels je suis confrontée, plus contemplatif par rapport à ces vastes échelles de temps, c'est apaisant d'une certaine façon. J'y ai donc accès par la méditation, par les sports d'aventure et en passant beaucoup plus de temps, autant de temps que possible dans la nature. Vous savez, quand vous regardez juste dans les Sierras orientales sont magnifiques. Des chaînes de montagnes en Californie que John Muir a rendues célèbres. Et quand vous êtes assis là, regardez le mont Whitney, qui est une énorme montagne dans cette chaîne très éloignée. En regardant les arbres à l'échelle du ciel, il est vraiment difficile de se laisser prendre dans vos problèmes du quotidien en tant qu'entrepreneur. Waouh, voici vraiment des paroles pleines de sagesse et Tribu Digital, j'espère que vous prenez des notes ici parce que prendre du recul est parfois si important. Prendre du recul et regarder à l'intérieur de soi-même et ce qui peut faire ou pourrait faire la différence. Merci beaucoup pour cela, Laila. Et alors ici, si vous pouviez résumer la principale leçon que vous avez retirée de votre expérience en tant qu'entrepreneur, quelle serait-elle? Je veux dire, en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doive retenir comme leçon de votre expérience? Je pense que tout d'abord, diriger une start-up n'est pas pour tout le monde, qu'il n'est pas nécessaire de lancer sa propre entreprise sociale pour faire une grande différence dans le monde. Souvent, les gens demandent ce qu'ils peuvent faire pour aider Sama et je leur dis que c'est de rester dans n'importe quelle entreprise dans laquelle vous travaillez et de pousser cette entreprise à s'approvisionner de façon éthique. Poussez donc cette entreprise à changer certaines de ses pratiques d'approvisionnement pour embaucher des fournisseurs comme Sama Source. Et il y a beaucoup d'organisations comme Sama Source dans le monde, dans différentes catégories. Du chocolat équitable à l'artisanat et les tapis équitables, etc. Il y a donc de nombreuses façons pour vous, en tant que professionnel, de soutenir l'entrepreneuriat social et d'aider les gens à sortir de la pauvreté. Et je pense même qu'il y a d'autres façons de le faire si vous restez dans votre grande entreprise et faites ces changements de l'intérieur. Améliorer l'approvisionnement d'une grande entreprise de 1% dans la bonne direction aura un impact beaucoup plus grand que la plupart des entrepreneurs sociaux n'en auront jamais dans leur vie. Voici donc une première pépite. Et la seconde est que si vous comptez démarrer une entreprise sociale ou vous joindre à une start-up naissante en tant que membre fondateur de l'équipe, réalisez que cela va probablement entraîner des sacrifices dramatiques dans votre vie et soyez prêts pour cela. Et si vous ne voulez pas faire ça, c'est très bien, ok? Il y a beaucoup de dignité et comme je l'ai mentionné, il est possible d'avoir énormément d'impact en choisissant une voie légèrement différente, mais c'est vraiment difficile et je pense que beaucoup de gens ne sont pas préparés à cela. Du coup, ils commencent quelque chose, ils abandonnent et ils sont frustrés. Si vous n'êtes pas prêt à faire régulièrement des sacrifices sur la durée, il se peut que ce ne soit pas pour vous.
Il y a tant de façons de soutenir une entreprise sans avoir à se joindre à une start-up ou à en fonder une vous-même. Merci pour ça, Laila et Tribu Digital. Sachez que vous pouvez contribuer et faire une différence à tous les niveaux. Vous n'avez peut-être pas besoin de créer une entreprise, mais si c'est le cas, vous devez être prêt. Vous devez savoir ce que cela implique, mais c'est aussi une grande expérience. Soyez juste bien préparés, ok? Laila, nous sommes arrivés à la dernière partie de l'interview, donc ici je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prête? Yes. Oui. Alors, quelle est votre définition du succès? Being happy. Être heureuse. À quoi ressemble votre journée type? Avez-vous peut-être une routine que vous pratiquez chaque jour et qui vous aide dans vos affaires ou dans votre vie? Nous avons déjà parlé un peu de méditation, mais avez-vous peut-être une autre? J'essaie de faire de l'exercice aussi souvent que possible, de sortir, d'être dans la nature au moins une fois par jour. J'essaie de méditer chaque fois que je le peux, idéalement 10 000 par jour, mais ce n'est pas toujours possible. Et j'essaie de dormir au moins 8 heures par nuit. Si vous devez recommander un livre, quel serait-il et pourquoi? J'ai écrit Give Work pour inspirer les entrepreneurs sociaux et les gens qui veulent faire une différence dans le monde de manière significative en mettant fin à la pauvreté par la chaîne d'approvisionnement. Je recommanderais donc Give Work et celui-là n'est pas mon propre livre mais Building Social Business de Mohamed Yunus. Nous mettrons bien entendu toutes les références en français sur votre page dédiée. Merci pour ça, Laila. Alors la question suivante, quels outils ou applis productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement? J'utilise Slack chaque jour à toute heure où je ne dors pas. J'utilise Facebook Messenger que je trouve très utile, surtout lorsque je voyage à l'étranger pour des appels gratuits, des vidéos et des communications avec mes équipes et mes amis. Et j'utilise l'application Paper, c'est la société de mes amis de chez 53 qui fait une application appelée Paper sur iPad et qui vous permet de faire de très beaux dessins. J'esquisse donc beaucoup d'emballages et d'idées branding pour Luxme sur Paper. C'est super. Et qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Bien sûr, vous êtes inspiré par donner du travail, giving work, mais y a-t-il d'autres domaines qui, selon vous, sont prometteurs ou méritent d'être poursuivis? Oui, fondamentalement, mes deux plus grands intérêts sont de donner du travail qui s'attaque à la pauvreté à la racine et aussi de trouver des solutions à la crise climatique. Je m'intéresse donc vraiment aux moyens de promouvoir la conservation, en particulier des forêts sauvages, qui sont l'une des plus grandes défenses que nous ayons contre les changements climatiques. Excellent. Et la dernière question, c'est la question back in time, ma préférée. Alors, Laila, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous direz-vous? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment? Quel plan ou conseil précis vous donnerez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Ça serait trop facile. Portez moins d'attention à ce que les autres pensent et à ce que les autres font et avoir plus confiance dans vos propres idées et dans la façon dont vous voulez façonner le monde. Laila, merci vraiment beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Merci d'avoir partagé généreusement votre histoire avec nous et Tribu Digital. J'espère que vous avez bien pris note de votre côté. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Laila vous inspirera à faire le grand saut. Soyez bien préparés. Alors Laila, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs et auditrices de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Je pense qu'il y a tellement de façons de trouver l'inspiration dans les difficultés des autres et la meilleure façon que j'ai lorsque je me sens bloquée est de relire les histoires des gens qui ont accompli de grandes choses dans le monde, qui ont connu de nombreux échecs, en particulier dans le domaine du changement social ou de la conservation de l'environnement.
Des échecs qui inciteraient la plupart des gens à abandonner. Et fondamentalement, tous ceux et celles que je connais qui ont accompli quelque chose de vraiment grand dans le monde, qu'il s'agisse de Rachel Carson qui a écrit Silent Spring aux États-Unis et qui a été à la base du mouvement environnemental moderne, ou Al Gore qui a vraiment mené une bataille contre le changement climatique ici aux États-Unis, ou plusieurs des leaders des droits civiques dont nous avons entendu parler qui ont changé les lois pour permettre aux gens de toutes les ethnies d'avoir des droits humains fondamentaux. Tous ces dirigeants ont enduré tant de luttes qui auraient poussé la plupart des gens à abandonner et à retourner à leur emploi de salarié. Cela me permet de me rappeler que les difficultés que je rencontre font partie du processus. Si vous voulez faire de grands changements dans le monde, vous devez vous attendre à ce que ce ne soit pas facile. Ce ne sera pas un succès du jour au lendemain. Chaque jour sera une lutte. Et si vous n'êtes pas en difficulté, cela signifie peut-être que vous ne vous attaquez pas à un problème assez important. Laila, vraiment merci du fond du cœur. C'est réellement un vrai plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digitale vous écoute. Super. N'hésitez pas à me suivre sur leilajana.com. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et je poste régulièrement sur Instagram et Facebook sur ce que je fais. Je donne juste des trucs et astuces pour être un entrepreneur social. Vous pouvez aussi lire l'aventure dans GiveWork et il y a un lien pour acheter le livre sur leilajana.com. Tribu Digital, vous venez d'entendre Laila Jana partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Laila dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Laila sur lailajana.com. Suivez-la sur ses réseaux sociaux et surtout, allez lire son livre GiveWork. Vous ne serez pas déçus. Laila, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Je vous dis au revoir et je vous retrouve en backstage. Thank you, François. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui pour ce premier épisode bonus de Révolution Digitale. J'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé notre entrevue avec Laila. En tout cas, nous, on est très très contents d'avoir parlé avec elle. Et surtout, venez continuer la discussion avec nous sur Twitter et Instagram, c'est Révo Digital, et aussi sur Facebook, c'est /Révolution Digitale. Comme d'habitude, on vous y attend. Venez, on va continuer la discussion là-bas. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, ou bien sur SoundCloud, ou sur tous les autres services que vous utilisez, ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Nous arrivons bientôt à la fin de la première saison et nous vous réservons quelques belles petites surprises pour la prochaine. Alors, stay tuned, vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!